Donc bonjour à tous, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Donc bienvenue au premier webinaire organisé par la Motabier, donc qui va se focaliser, sur l'extraction et la stabilisation de la matière colorante. Donc c'est le premier webinaire d'une série qui va s'étaler cette semaine et la semaine prochaine, donc qui abordera différentes thématiques. Et donc pour rappel, l'intérêt du webinaire, c'est, une présentation assez courte finalement qui va durer entre 30 à 35 minutes, à l'issue de laquelle vous pourrez poser des questions directement. Donc, si vous regardez votre écran, vous avez une rubrique chat en bas à gauche. Vous pouvez directement écrire vos questions. Donc, je serai assisté de Laura et de Galdric qui vont répertorier ces questions et me les soumettre à la fin de la présentation. Donc, en tout cas, merci à tous d'être présents aujourd'hui, de participer à ce webinaire. Vu les circonstances actuelles, certains d'entre nous ont plus de temps, d'autres au contraire sont un peu plus occupés. Donc l'idée, c'était justement de garder ce contact avec le terrain, avec les œnologues, et de pouvoir vous montrer certains concepts sur lesquels on a travaillé, et notamment des résultats d'essais assez frais qu'on a menés l'année dernière. Donc on va pouvoir commencer. Je vais arrêter ma caméra. Je vais arrêter la caméra et le micro. Donc je recommence du début en enlevant juste la caméra. Hop là, ça devrait fonctionner. Donc extraction et stabilisation de la matière colorante. Donc c'est une thématique qui a toujours intéressé les vinificateurs et les œnologues, comme on le disait, par le fait que la couleur est un critère de qualité aujourd'hui des vins rouges. Donc à travers cette couleur se reflète l'identité du vin. On va pouvoir déterminer les cépages qui ont été utilisés, la région de production, également le mode de vinification ou d'élevage. Donc la couleur est censée refléter l'âme entre guillemets du vin. Donc lorsqu'on parle de matière colorante, effectivement, ça va être étroitement lié au potentiel tannique du vin. Donc, ce potentiel tannique, et c'est l'objet de cette présentation, l'idée, ça va être de voir quels sont les concepts et les applications qui vont permettre de conserver ce potentiel tannique, donc du raisin jusqu'à la mise en bouteille. Donc, ce potentiel tannique de base, on va dire qu'il va être de 100%, donc juste après la vendange au niveau du raisin. Il y a plusieurs facteurs qui vont faire qu'il va varier de façon importante. Donc, les facteurs principaux sont les suivants. D'une part, le cépage. Donc, c'est vrai qu'entre un Tannat et un Sangiovese, on ne va pas du tout avoir le même potentiel tannique de base. La maturité et enfin l'état sanitaire, donc la présence de pourriture ou non. Donc, l'idée, lorsqu'on a ce potentiel tannique de base, c'est qu'on va avoir deux leviers sur lesquels on va pouvoir jouer pour avoir une bonne couleur. Donc, dans un premier temps, l'extraction de ce potentiel, donc venir extraire justement tous les composés phénoliques d'intérêt, et notamment les anthocyanes. On verra que ça peut être également intéressant de venir extraire certains polysaccharides. Et l'autre levier sur lequel on va pouvoir s'appuyer, c'est la protection de ce potentiel tannique, donc sur les différentes phases de la production du vin. Donc, que ça soit sur les phases préfermentaires, les phases de fermentation et les phases d'élevage. Donc aujourd'hui, on sera un peu limité en termes de temps, donc on abordera vraiment très brièvement la partie élevage. Donc ça pourrait être l'objet d'un futur webinaire. Donc au niveau de l'extraction, ce qui peut être intéressant de faire dans un premier temps, c'est de voir le comportement des différentes molécules qui composent la matière colorante selon les différentes étapes de vinification. Donc ce que l'on peut clairement voir, c'est que les anthocyanes, donc ce sont des molécules qui vont conférer la couleur au vin rouge. Ce sont des molécules qui sont très facilement solubles dans un milieu aqueux. Donc on va les retrouver en très grande quantité déjà sur les parties préfermentaires, notamment sur nous. Donc le problème, c'est que ces anthocyanes libres peuvent réagir avec des molécules comme de l'oxygène et des protéines. Et on peut avoir une perte assez importante de ces anthocyanes libres et donc de la matière colorante. Donc l'idée ici, ça va être de stabiliser le plus rapidement possible ces anthocyanes libres pour former des complexes colorés et stables dans le temps. Donc il y a deux types de molécules qui peuvent être intéressantes à utiliser. Ça va être d'une part les tannins et d'autre part les polysaccharides. Donc ces deux molécules, le problème, c'est qu'elles interviennent assez tardivement finalement dans le processus de vinification, puisque pour avoir une bonne extraction des tanins, on va avoir besoin d'éthanol pendant la fermentation alcoolique, pour avoir l'extraction des tanins de pellicule ou de pépins. Et d'autre part, au niveau des polysaccharides, alors certes, il y a des polysaccharides aussi au sein de la baie, il y a aussi des polysaccharides d'origine levurienne qui ont un très bon impact sur la stabilisation de cette matière colorante. Donc, toute l'idée de cette partie extraction ici, ça va être de voir comment on peut potentialiser
la proportion de ces anthocyanes libres, donc pour augmenter le potentiel de matière colorante, et également de voir comment on peut décaler justement le pic d'extraction des tanins et des polysaccharides pour venir stabiliser ces anthocyanes libres le plus rapidement possible. Donc si on regarde la coupe d'un raisin, donc on peut voir qu'il y a différentes parties, différentes strates. Donc la plus importante, bien sûr, ça va être la pulpe, donc là où est concentré la plupart du jus. Donc cette pulpe, généralement, est incolore, mis à part pour des cépages que l'on appelle teinturiers, comme peuvent l'être, par exemple, l'Alicante, qui présente une pulpe colorée. Et dans la plupart des cépages rouges sur lesquels on va travailler, cette couleur sera plutôt présente sur la partie supérieure du raisin, donc dans la pellicule, notamment au niveau de la couche épidermique et hypodermique. Donc ces anthocyanes et les tanins d'intérêt vont être plutôt localisés dans la pellicule. Ce qui est intéressant de voir en parallèle aussi, c'est que lorsqu'on migre de la pulpe vers la pellicule, on va avoir des parois cellulaires de plus en plus résistantes. Donc lorsqu'on veut avoir une bonne extraction de cette couleur, on va devoir travailler sur cette pellicule pour venir justement dégrader ces parois cellulaires résistantes et diffuser et donc extraire les composés phénoliques d'intérêt, notamment les anthocyanes. Donc pour parvenir à cet objectif, on a plusieurs applications, plusieurs concepts qui existent en œnologie. Donc tout d'abord, la macération préfermentaire à froid. Donc ça, c'est une pratique qui est assez mitigée au niveau de l'extraction et de la stabilisation de la matière colorante, puisqu'effectivement, on va venir solubiliser les anthocyanes, mais on va pas forcément solubiliser plus de polysaccharides ou venir extraire plus de tanins. Donc finalement, on a très peu de stabilisation de la matière colorante sur cet aspect-là. Ça va plus jouer sur l'aspect organoleptique, donc permettre d'augmenter la complexité du bouquet organoleptique, en venir justement extraire les précurseurs aromatiques. Et d'un point de vue couleur, ces pratiques restent assez négligeables. Il y a l'utilisation du SO2 aussi, qui va jouer le rôle de solvant, qui va permettre justement de dégrader ces parois cellulaires résistantes et donc relarguer les composés phénoliques. Donc ça aussi, on a un peu plus de recul vis-à-vis de l'utilisation de ce SO2, puisque on sait aujourd'hui qu'il peut y avoir des aspects néfastes, notamment par le fait que ça va catalyser et augmenter la production de composés soufrénoséabonds, donc moins de netteté en fin de fermentation, un SO2 total plus important généralement en fin de fermentation et des composés combinant le SO2 plus important également. Donc ça aussi à modérer, d'autant plus que c'est pas forcément la tendance du marché. Une troisième, application qui est la thermovinification, qui consiste à chauffer la vendange assez rapidement à des températures supérieures à 60 degrés, on va dire, qui va permettre d'éclater les parois cellulaires résistantes et ainsi de libérer tout ce qui est anthocyanes et composés phénoliques d'intérêt. Donc ça, c'est une pratique qui est assez intéressante, mais qui n'est pas forcément adaptée à tous les types de structures. Donc, tous les types de structures ne sont pas forcément aptes à faire de la thermovinification d'un point de vue équipement et d'un point de vue volonté également. Et l'écueil qu'on peut avoir par rapport à cette application-là, c'est au niveau de la stabilité de cette matière colorante durant la fermentation alcoolique. Ce dont on se rend compte, c'est que généralement, on a une perte assez importante, on va dire autour de la densité 1050-1040 pendant la fermentation. Donc là aussi, on a quelques données à vous apporter pendant cette présentation. Les actions mécaniques aussi, donc ça peut être intéressant d'augmenter la fréquence de ces actions mécaniques. Donc ça peut être par du pigeage, du remontage ou du délestage, justement pour venir dégrader cette paroi cellulaire résistante. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de le faire plutôt sur les premiers paliers de la fermentation alcoolique, puisque lorsqu'on va le faire sur la deuxième partie de la fermentation, on risque d'extraire justement des tanins qui sont réactifs, des tanins astringents, propres au pépin ou certains tanins très réactifs de la pellicule. Donc ça aussi, cette pratique, on va pouvoir le faire lorsque la maturité est optimale. Lorsqu'on est en sous-maturité, le risque, ça va être justement d'extraire des tanins un peu trop verts. Macération post-fermentaire, ça, au même titre que la macération pré-fermentaire, c'est un impact assez mitigé sur la stabilisation sur la stabilisation de la couleur. Là, on va plus jouer sur l'aspect organoleptique, à savoir extraire des tanins de pépins ou extraire des tanins de pellicule. Donc on va plus jouer sur la structure du vin, sur le volume du vin, mais assez peu sur la stabilité de la matière colorante. Et enfin, un dernier impact, ça peut être l'utilisation de certaines enzymes, donc des enzymes de macération et d'extraction, qui vont permettre justement de dégrader ces parois cellulaires résistantes et éviter justement d'avoir des actions mécaniques trop poussées, avec le risque d'avoir des tanins agressifs. Donc lorsqu'on utilise certaines enzymes et certaines formulations enzymatiques au niveau du marché, on peut clairement voir leur impact via notamment le test de corrélation de Schiff, qui permet de mettre en évidence la présence de polysaccharides au sein des parois cellulaires. Donc c'est bien représenté en haut, sur la photo la plus en haut, qui fait office de témoin, où on peut voir que tous les parois cellulaires sont bien colorés en rose ou en violet, donc ce qui montre qu'il y a une bonne proportion de polysaccharides.
Lorsqu'on va sur, la photo juste en dessous, ici, on a utilisé une enzyme, classique, on va dire une pectinase classique avec, qui a permis d'avoir une hydrolyse assez sélective de la paroi. Donc on peut voir qu'on a hydrolysé les parois cellulaires qui étaient plutôt fragiles, propres à la pulpe, mais lorsqu'on regarde les parois cellulaires, au niveau de la pellicule, donc des parois cellulaires plus résistantes, elles n'ont pas été touchées. Donc ce qui montre que l'utilisation de cette enzyme, a permis une extraction plutôt limitée des composés phénoliques d'intérêt et notamment des anthocyanes. Lorsque l'on compare, à la photo tout en dessous, beh, là, on peut voir qu'il y a une hydrolyse plus complète, puisque ça nous a permis, justement de solubiliser les polysaccharides de la paroi cellulaire, à la fois de la pellicule et de la pulpe. Donc ici, on peut supposer qu'on a eu une extraction plus importante de la matière colorante et notamment des anthocyanes et des composés phénoliques. Donc lorsqu'on va utiliser ce type de solution, alors d'une part, on va être gagnant sur l'aspect polyphénol, on va être également gagnant sur l'aspect polysaccharide. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte puisque, pour rappel, les parois cellulaires sont composées essentiellement de cellulose, d'hémicellulose et de pectine. Et donc cette pectine va venir combler les interstices ou les intervalles du réseau cellulose-hémicellulose. Et cette pectine peut avoir un aspect très positif dans la stabilité de ces matières colorantes. Donc ici, c'est un schéma qui a été repris de nombreuses fois, qui permet justement de montrer la structure de la pectine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs familles de polysaccharides. Donc, tout d'abord, on va avoir les homogalacturonanes, donc, qui est la chaîne primaire finalement. Donc, c'est un enchaînement d'acides galacturoniques qui peut être plus ou moins acétylé ou méthylé, et sur lequel vont venir s'imbriquer d'autres familles de polysaccharides. Donc, on peut avoir le rhamnogalacturonane, qui peut être de type 1 et de type 2. Donc, dans le cas de la stabilisation de la matière colorante, c'est le type 2 qui nous intéresse. Donc, on va voir pourquoi. Et il y a une autre famille de polysaccharides aussi, que l'on appelle les PRAG, qui sont des polysaccharides riches en arabinose et galactose, et qui ont la caractéristique d'être des molécules de taille intermédiaire, on va dire, ou de taille plutôt importante, et qui ont tendance à diminuer la filtrabilité des vins. Donc, lorsqu'on va utiliser une enzyme d'extraction, d'une part, on va augmenter le potentiel en polyphénol du vin, et d'autre part, l'idée, ça va être de maximiser la libération du RG2 pour stabiliser la matière colorante et de diminuer la proportion en Prague pour améliorer la filtrabilité du vin. Donc, comment ça se comporte au niveau du RG2? Donc, tout simplement, dans notre mou en fermentation, on va avoir des tanins qui peuvent réagir ensemble, donc former des colloïdes tanniques via des interactions hydrophobes. Donc, lorsque ces colloïdes tanniques s'agrègent, ils peuvent devenir très lourds et par la suite précipités. Donc, on peut clairement avoir une perte en polyphénol. Donc, l'idée des polysaccharides et notamment du RJ2, c'est qu'ils vont venir s'agréger autour de ces colloïdes tanniques et former des complexes stables, donc des complexes à la fois colorés et à la fois stables. Donc là-dessus, on aura un effet positif donc sur la stabilité des composés phénoliques en rouge, donc un effet positif sur la stabilité de la matière colorante. L'effet qui se coule, c'est que ces polysaccharides vont jouer un rôle tampon entre les tanins qui peuvent être réactifs et les protéines salivaires lors de la dégustation. Et ainsi, on aura à la dégustation un vin qui sera perçu comme plus rond, avec un volume en bouche plus important. Donc pour parvenir à ces conclusions-là, et pour faire le lien avec certaines activités et certaines enzymes de notre gamme, on se rend bien compte que l'enzyme VV ici paraît la plus appropriée justement pour avoir une bonne libération de RG2 et une diminution des pragues, par le fait qu'elle présente une bonne activité polygalacturonase. Et de par la bibliographie, on sait que cette activité polygalacturonase est l'activité principale dans la libération du RG2. Donc ici, on va avoir une bonne libération du RG2, une bonne stabilité de la matière colorante par la suite. En parallèle, on peut voir que cette enzyme aussi, la VV, détient des activités arabanases, donc des activités macérantes, qui vont permettre justement d'hydrolyser et de diminuer la proportion des pragues. Donc ainsi améliorer la filtrabilité des vins. Donc ça, c'est sur le point de vue théorique, mais sur le point de vue pratique, ça a déjà été démontré, notamment sur la thèse qu'a réalisée Ducasse il y a une dizaine d'années, qui montre bien que lorsqu'on utilise cette enzyme, systématiquement, on va avoir une proportion en RG2 plus importante et une diminution des pragues plus importante. Donc ainsi, on va avoir encore une nouvelle fois une meilleure stabilité de la matière colorante. On va diminuer l'agressivité des tanins avec ce rôle tampon entre les protéines salivaires et les tanins réactifs, et on va améliorer la filtrabilité des vins par la suite. Donc cette enzyme, on a continué à travailler dessus l'année dernière, donc dans notre centre expérimental, sur du Cabernet Sauvignon. On avait 3 modalités. Une modalité témoin, une modalité avec une enzyme appelée X, qui est une enzyme de macération pour les rouges, qui n'est pas purifiée, et enfin l'enzyme VV que l'on a présentée précédemment.
Donc à l'issue des fermentations qui ont été réalisées exactement de la même façon, donc à savoir la même nutrition, la même levure utilisée, la même bactérie lactique, même fréquence en termes de pigeage. On a fait les analyses, chromatiques et ce que l'on peut voir, c'est qu'on a plus 12 en utilisant l'enzyme VV comparé aux témoins. Et selon moi, ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est que c'est notamment, la couleur rouge qui a été impactée, donc la DO520. Et ce que l'on peut voir en parallèle, c'est qu'on a un IPT plus important sur l'enzyme VV, donc qui est de 57 alors qu'il est de 53 sur le témoin. Donc ce qui montre bien que via l'utilisation de cette enzyme spécifique, on a permis de mieux extraire les composés phénoliques d'intérêt et notamment les anthocyanines. L'autre caractéristique principale, de cette enzyme VV, c'est qu'elle est purifiée, donc purifiée en synamylestérase, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas la propriété de se transformer les esters hydroxycinamiques en acides hydroxycinamiques. Ce que l'on sait, c'est que ces acides hydroxycinamiques sont directement le substrat de certains micro-organismes d'altération, comme Brettanomyces par exemple, qui pourra produire des vinylphénols ou des éthylphénols à partir de ces acides. Donc le fait d'utiliser une enzyme d'extraction qui soit purifiée va nous permettre d'empêcher la production de ces acides hydroxycinamiques. Donc ça aussi, c'est un paramètre que l'on a étudié après les fermentations et où on peut voir que justement, on n'a pas eu une surproduction en acide caféique et acide coumarique. Donc on a les mêmes productions entre le témoin et l'enzyme BV, donc ce qui montre bien que l'enzyme est purifiée. Donc on voit que sur l'enzyme X, qui n'est pas purifiée, on a une teneur en acide caféique et acide coumarique qui est un peu plus importante. Là, il s'agissait de la partie extraction. Toujours sur la partie préfermentaire, on va parler de stabilisation et donc un problème auquel peuvent être confrontés les viticulteurs, ça va être la présence de Botrytis cinerea directement sur les raisins, donc qui est un champignon qui est bien connu, qui a beaucoup d'aspects négatifs, on va dire, sur la qualité du vin, mais dont le principal et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la production de lacase, donc qui est une enzyme, une polyphénol oxydase et qui va avoir la propriété de venir détériorer le contenu phénolique du mou et donc du futur vin. Donc, lorsqu'on est confronté à cette problématique, le vinificateur va avoir plusieurs options. Donc, d'une part, ça peut être intéressant de faire la thermovinification, donc de chauffer la vendange très rapidement à une température supérieure à 70 degrés pour venir dénaturer cette lacase. Mais encore une fois, toutes les structures ne sont pas forcément aptes et n'ont pas forcément la volonté de faire la thermovinification. Donc, l'autre option, ça va être de mettre quelques applications en place, notamment le fait de séparer les jus de benne de la vendange, puisque généralement ces jus de benne sont plus chargés en lacase. De faire un sulfitage rapide pour limiter les oxydations, lancer la fermentation alcoolique rapide aussi pour passer en milieu réducteur. Et enfin, la lacase étant une enzyme et l'enzyme étant une protéine qui est donc chargée positivement, peut être intéressant dans certains cas d'utiliser justement des tanins spécifiques, donc chargés négativement, qui vont diminuer justement l'activité de cette lacase. Donc on a travaillé là-dessus en interne, donc via notre département recherche et développement, où on a estimé l'impact de différentes origines de tanins sur la diminution de la lacase. Donc on peut le voir sur le tableau de droite, il y a notamment 2 tanins qui ressortent particulièrement bien. Donc le tanin gallique, qui est schématisé en jaune, qui va être efficace même à une dose assez faible de 5 grammes par hecto. Donc le seul inconvénient avec l'utilisation de ce tanin, c'est que c'est un tanin qui présente des molécules assez faibles, donc une réactivité très importante et qui a la propriété d'apporter un petit peu de sécheresse, on va dire, voire d'astringence au vin, donc à utiliser avec parcimonie. C'est pour ça qu'on préconise de ne pas l'utiliser à une dose supérieure à 10 grammes par hecto. En parallèle, il y a un autre tanin aussi qui est assez intéressant, un tanin proanthocyanidque, qui lui aussi fonctionne bien dans l'inhibition de la lacase. Euh, donc on peut voir qu'on a 2 types de tanins, donc le tanin gallique sur la droite qui ne va pas apporter de couleur au mou, donc c'est pour ça qu'on va plutôt l'utiliser sur mou blanc et mou rosé. Et de l'autre côté, un tanin proanthocyanidque, donc on va plutôt utiliser sur un mou rouge puisqu'il apporte de la couleur et qui a la faculté également de ne pas apporter de sécheresse. Donc même à des doses très importantes, de type 50 ou même 80 grammes par hecto, ça aura très peu d'impact sur la structure du vin au final. Donc, étant dans une présentation sur la stabilisation des vins rouges, je vous présente plutôt un essai qui a été fait sur du Cabernet Sauvignon, sur Bordeaux. Là, le protocole était assez simple. On a vendangé des grappes botrytisées. Donc, on a fait l'analyse de cette activité lacase par le Botry test. Donc, il y a un test enzymatique qui permet justement d'estimer cette activité lacase. Et puis, on a réparti ce même mousse en 3 modalités. Donc, une modalité de témoin, sans tanisage. Une modalité où on a ajouté une demi-dose de protanin, donc préconisée par le Botry test, justement pour inhiber cette activité lacase. Et enfin, une dose entière.
Donc l'idée, c'était juste, après l'utilisation de ces tanins, de refaire des battery tests pour voir justement l'impact du tannisage sur la diminution de la lacase et par la suite de faire fermenter ces différentes modalités pour voir justement si la fermentation alcoolique avait un impact sur cette activité lacase également. Donc tout est résumé ici, donc c'est une diapositive qui est assez lourde, mais concrètement, ce qu'il en ressort, c'est que l'activité lacase, initialement, était de 4 unités par millilitre, ce qui est pas forcément une activité très importante puisque l'échelle oscille de 0 à 20 unités, donc 4, c'est pas forcément une unité très importante et donc les interprétations des doses préconisées par le BOTY test étaient de 10 grammes pour la demi-dose, de 20 grammes, pour la dose entière. Donc on peut voir l'impact du tannisage sur l'activité lacase, donc dans le tableau en bas à gauche. On peut voir que sur mou, lorsqu'on a apporté une demi-dose, on a bien diminué cette activité lacase, mais on ne l'a pas totalement supprimée, puisqu'il en reste une unité par millilitre. Par contre, lorsqu'on a utilisé le protanaire à une dose entière, cette fois-ci, on a bien diminué cette activité lacase. Donc, ce qui montre bien l'efficience et l'efficacité de ce tannin. En parallèle, il est intéressant de voir aussi, que sur le témoin, il n'y a pas d'impact de la fermentation alcoolique puisqu'on a les mêmes niveaux d'activité lacase entre le mou et le vin. Donc ça souligne bien le fait qu'il est extrêmement, crucial et nécessaire lorsqu'on a la présence de cette lacase sur mou, de le gérer le plus en amont possible puisqu'on risque d'avoir une détérioration du contenu phénolique à la fois pendant la fermentation et également pendant l'élevage. Donc vous avez, les résultats finaux sur le vin, qui sont montrés sur la droite. On peut clairement voir au niveau des photos, rien que d'un point de vue visuel, on peut voir les différences avec le tanin, le témoin sur la gauche, pardon et donc des analyses colorimétriques, qui corroborent un petit peu ce qu'on voit au niveau de la photo. Donc ça, c'était pour la partie, préfermentaire. Lorsqu'on arrive sur la partie fermentation et si l'on reprend, la diapo du début, effectivement, dans certains cas, on peut avoir des niveaux d'anthocyanes libres qui sont très importants et un fossé très important justement avec les tanins et les polysaccharides qui sont présents dans le milieu et qui pourraient stabiliser justement ces anthocyanes libres. Donc, dans certains cas et dans certaines situations, il peut être justement intéressant, d'utiliser des tanins exogènes, des polysaccharides exogènes pour venir stabiliser cette matière colorante le plus tôt possible au début de la fermentation alcoolique. Donc dans le cas de tanin, mais au même titre que le tanin proanthocyanédique, il va falloir utiliser le bon type de tanin. Donc ici, il peut être intéressant justement de favoriser la réaction de condensation de l'éthanal, qui va permettre, à partir de catéchine et d'anthocyanes, de former des complexes colorés et stables dans le temps. Donc là, c'est pareil, en interne, via notre département de recherche et développement, on a sélectionné un tanin catéchique qui était plutôt réactif vis-à-vis de l'éthanal. Donc comment on a fait? Donc tout simplement, on a pris différentes solutions limpides de tanins de différentes origines, dans lesquelles on a ajouté de l'éthanal en excès. Et en fonction de la réactivité de cet éthanal avec ces tanins, et donc en fonction de l'augmentation de la turbidité, on a pu sélectionner le tanin qui était le plus réactif et donc qui aura la meilleure propriété pour stabiliser les anthocyanines. Donc ici, on voit, le Softan V a été le tanin qui a été le plus réactif, donc dont la turbidité a augmenté le plus rapidement. Donc ça va être le plus efficace, pour la fixation de la couleur. Donc c'est un tanin sur lequel on a pas mal travaillé, ces dernières années, notamment au niveau de la thermo. Donc on avait commencé il y a quelques années, dans le sud-est, notamment sur des grenages thermovinifiés. On avait mis en évidence, qu'il était beaucoup plus intéressant d'utiliser ce type de tanin en début de fermentation et non pas à D-30, ce qu'on préconisait historiquement. Et donc ça, on suppose que c'est le fait que, dans le premier tiers de la fermentation alcoolique, les levures produisent de l'éthanal. Et le fait d'utiliser et d'ajouter des tanins catéchiques en début de fermentation permet de jouir de cet éthanal et de mieux stabiliser justement cette matière colorante et les anthocyanines. Donc on a réinitié des essais, sur la Thermo, cette fois-ci sur Bordeaux, l'année dernière. Donc ici 3 modalités, donc une modalité témoin et une modalité dupliquée avec du Softan V, à 30 grammes par hecto, donc à J+1 après l'enculage. Et donc ici aussi, on peut voir qu'il y a un bon impact au niveau, de l'intensité colorante. Donc rien qu'en post-FA, on peut voir l'impact sur la couleur, puisque sur le témoin, on va être autour de 8 en termes d'ICM, alors que sur les modalités Softan V, on est autour de 13,5. Donc ce qui montre bien l'efficience de ce type de tanin. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a une bonne régularité de l'efficacité de ce tanin également, donc sur les 2 modalités. Donc d'un point de vue analyse colorimétrique, on voit son efficacité. Et ça se traduit aussi au niveau visuel. Donc, comme ce qu'on a vu précédemment, savoir que le témoin, on a un vin qui est un peu plus translucide, avec une intensité colorante un peu moins intense, et les modalités Softan V, des intensités colorantes plus soutenues. Donc, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que sur la modalité témoin, on a un pH qui est plus faible,
un SO2 libre plus faible. Normalement, à matrice égale, cette modalité devrait paraître plus colorée. Donc ce qui montre bien justement l'efficacité du soft handling. Et enfin, on se rend compte qu'on a presque un ratio du simple au double au niveau des isothénium du tanner et des isothénium des modalités soft handling. Donc là aussi, une bonne réactivité de ce tannin catéchique pour venir stabiliser les anthocyanes libres du milieu. Donc c'est un tanner qu'on a aussi utilisé sur des vinifications traditionnelles, on va dire. Donc on avait fait des tests sur Bordeaux, notamment sur du merlot, et en Bourgogne sur du pinot noir. Là aussi, on a les mêmes tendances, à savoir qu'on va avoir une intensité colorante plus importante en fin de fermentation alcoolique, et également une stabilité de la matière colorante plus importante également. Donc on aura moins de pertes de polyphénol à travers le temps. Donc ça, c'est un point qui est important à prendre en compte. Toujours en termes de stabilisation au niveau de la fermentation alcoolique, on l'a vu, les polysaccharides peuvent être très intéressants justement pour venir combiner certains anthocyanes. Là aussi, il y a eu pas mal d'études, pas mal de publications qui ont été faites en ce sens pour montrer que certains polysaccharides avaient la propriété justement de mieux stabiliser ces anthocyanes. Donc, c'est le cas aussi d'un produit de notre gamme qui s'appelle NatureSoft, donc qui a une autolysa de levure riche en polysaccharides, qui va avoir la propriété donc de combiner ces anthocyanes. Donc, on va avoir une meilleure intensité colorante en fin de fermentation. L'idée, c'est qu'on va avoir une meilleure stabilité de la matière colorante aussi, et en termes de rendu à la dégustation, une meilleure rondeur et une meilleure sucrosité aussi. Donc, en fait, on a deux outils pendant la fermentation alcoolique. On a soit le soft NV, soit le nature soft. Donc là, on va pouvoir préconiser un produit ou l'autre en fonction de la matrice initiale. Donc, à savoir que si on a un potentiel tannique assez faible, on va plutôt se tourner vers le soft NV justement pour apporter de la structure grâce au tanin. Alors que si on a un potentiel tannique qui est relativement correct et plutôt bon, on va plutôt partir sur le nature soft pour apporter de la rondeur, la sucrosité et toujours stabiliser cette matière colorante. Donc on arrive sur la partie élevage et comme je vous l'ai dit, on va passer assez rapidement sur cette partie-là, juste, énumérer quelques concepts. Donc tout d'abord, différentes réactions qui interviennent au cours de l'élevage, donc des réactions qu'on appelle directes, donc notamment le fait que l'anthocyane va directement, réagir avec certains tanins. Donc ça, c'est une réaction qui va se faire pendant la vinification. Ça va former des complexes incolores qui vont se colorer lorsqu'il va y avoir une présence avec l'oxygène. Donc, par exemple, lorsque vous faites un écoulage, après la fermentation malolactique ou après la fermentation alcoolique et que votre vin se colore, c'est dû à cette réaction qui s'est faite pendant la vinification. Donc ça, c'est une bonne réaction et ça permet réellement d'avoir une bonne intensité colorante. L'autre réaction directe, ça va être, les tanins qui vont directement attaquer les anthocyanes, entre guillemets. Donc cette fois-ci en absence d'oxygène. Donc ça, c'est une réaction qui va être, assez limitée, assez négligeable en termes de stabilisation de la couleur, qui peut être catalysée à des températures assez importantes, au-delà de 20 degrés, qui peut être négligeable, voire néfaste, puisqu'on va plutôt partir, c'est-à-dire couleur tuilée, voire partir sur les teintes assez jaunes. Donc, lorsque que vous débouchez des bouteilles de 15-20 ans et que vous avez ces couleurs un petit peu tuilées, c'est dû à ces réactions directes entre les tanins qui vont venir directement attaquer les anthocyanes. Donc, cette réaction-là n'est pas forcément voulue. Et enfin, on a une réaction indirecte, donc toujours pareil avec la condensation de l'éthanol qui va permettre justement de former des molécules et complexes stables à partir des anthocyanes et des tanins, donc stables dans le temps et également colorés. Donc c'est plutôt cette réaction-là qu'il va falloir favoriser dans le temps si on veut stabiliser notre matière colorante au cours de l'élevage. Donc on va avoir besoin finalement de cet éthanol et ce sera plus possible d'avoir une formation d'éthanol par biologique comme c'était le cas pendant la fermentation alcoolique. Donc on le voit ici. Dans la première partie de la fermentation alcoolique, les levures vont produire spontanément de l'éthanol. Dans la seconde partie, elles vont venir consommer une partie de cet éthanol. Et l'utilité de la fermentation malolactique, c'est que les bactéries lactiques ont la propriété également de venir manger cet éthanol par la suite. Donc généralement, en fait, une fermentation malolactique, on se retrouve sans éthanol résiduel. Donc on va pouvoir produire cet éthanol cette fois-ci par voie chimique durant l'élevage, donc soit par des soutirages en présence d'oxygène, donc modéré forcément, soit avec de la micro-oxygénation par exemple, ou l'élevage en barrique. Donc, cet élevage en barrique qui va être utile puisqu'on peut avoir une désabsorption de l'oxygène présent dans le bois. Et on va pouvoir également avoir une micro-oxygénation, notamment via les espaces interdouels ou via l'espace de la bande. Donc là aussi, au même titre que le soft NV, il va falloir choisir le bon type de tanin pour stabiliser les anthocyanes qui sont encore libres dans le milieu en élevage.
Donc on voit bien aussi, que le test de réactivité à l'éthanol permet de mettre en exergue que certains tanins ne sont pas du tout adaptés pour la stabilité de la matière colorante. Par exemple, les tanins hydrolysables comme les tanins de chêne ou les tanins, ou les gallotanins n'ont aucune propriété dans la stabilisation de la matière colorante. C'est le cas également pour les tanins de quebracho, les tanins de mimosa et en fait, on se rend compte que des tanins sont plutôt efficaces, notamment les tanins de raisin ici, qui présentent une bonne réactivité avec l'éthanol et le Tan Excellence aussi, donc qui est un nouveau tanin de notre gamme, qui est un mix entre des tanins de raisin et des tanins élagiques, et donc qui aura la propriété justement de bien stabiliser cette matière colorante. Et donc on peut finir cette présentation avec ces résultats-là, des essais, qu'on a toujours menés dans notre centre expérimental sur différents produits justement pour, stabiliser la matière colorante. Donc du cabernet sauvignon, donc avec 2 pointages, un pointage post-FML et un pointage 3 mois plus tard. Donc ce qui est intéressant de voir d'une part, c'est que tous les produits ont plutôt bien permis, d'avoir une meilleure intensité colorante, donc que ça soit le Soft Tan V, les Copeaux, le Nature Soft et le Tan Excellence. Ce qu'on peut voir sur le pointage à 3 mois plus tard, c'est que le Soft Tan V et le Nature Soft ont permis d'avoir une bonne stabilité de la matière collante, ce qui n'a pas été le cas des Copeaux. On a eu une perte assez importante finalement de la matière collante et la dernière modalité avec le Tan Excellence qui a été, l'unique modalité qui a permis d'avoir plus, de matière colorante et finalement sur le pointage, post-FML à 3 mois. Donc, si on veut faire une conclusion, très rapide de cette présentation-là, effectivement, dès le début, on va avoir ce potentiel tannique qui va être de 100. Donc l'idée, ça va être, d'optimiser l'extraction des polyphénols d'intérêt, notamment les anthocyanes, d'optimiser également, les polysaccharides d'intérêt qui vont permettre de stabiliser cette matière colorante via l'utilisation d'enzymes, par exemple. On ne l'a pas énuméré, mais rien que l'utilisation des enzymes, on a aussi d'autres avantages, notamment le fait d'avoir des rendements plus importants. Donc généralement, l'utilisation d'une enzyme, au niveau de son coût permet d'amortir puisqu'on va avoir plus de jus. On n'a pas abordé ce point, mais on a vu qu'il y avait un effet souche aussi, au niveau de la stabilisation de la matière colorante post-EFA. Donc ça, c'est des retours qu'on a notamment sur nos pays export, qui nous montrent que certaines de nos levures ont une capacité à mieux stabiliser la matière colorante. Donc par exemple pour la XR et la DS, c'est des levures qui sont caractérisées plutôt par, une forte teneur en polysaccharides et on peut imaginer le fait qu'elles aient des activités enzymatiques intrinsèques qui permettent de solubiliser encore plus les rhamnogalacturonanes de type 2, par exemple, et permettre ainsi une meilleure stabilité de la matière colorante. Donc ça peut être un sujet d'étude qui peut être intéressant. Fermentation alcoolique, donc apporter justement des molécules exogènes qui vont venir stabiliser ces anthocyanes libres. Donc comme on l'a dit, ça va dépendre du potentiel tannique de base. Donc s'il est faible, plutôt soft and vinification, s'il est assez bon, plutôt nature soft. Et enfin, en post-éphémère, utiliser des solutions à base de tanin également, le Tan Excellence qui va permettre de stabiliser cette matière colorante. Et aussi des essais que je ne vous ai pas montrés ici, où on a fait pas mal d'essais justement sur du 100 SO2 en élevage, qui montrent justement l'impact très important du SO2 justement sur la décoloration des anthocyanes. Donc là aussi, si on veut travailler sans SO2 pendant le temps d'élevage, ça peut être intéressant d'utiliser sur des formulations à base de chitosane, chitosane lysozyme pour justement lutter au niveau antiseptique et au niveau oxydation, plutôt utiliser des dérivés de levure riches en glutathion. Merci à tous pour votre présence. J'espère que c'était assez clair. Je vous laisse mon contact, donc mon numéro, n'hésitez pas à appeler ou mon adresse mail. Et donc, je vais essayer de répondre à vos questions donc qui apparaissent ici. Donc Luc Pichon. Luc Pichon qui a le chic de je vais remettre ma vidéo ici. Luc Pichon qui a le chic de poser des questions toujours un peu embarrassantes. Donc, est-ce qu'il y a un effet de synergie entre le Nature Soft et le Soft MD? Donc potentiellement oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas estimé. Donc on a historiquement décidé de bien segmenter les 2 produits et notamment, à partir du potentiel tannique, de base. Donc ce qu'on peut voir sur, le dernier essai qui a été montré, qui a été fait à Bordeaux, c'est que les 2 réagissent à peu près de la même façon. Donc on a à peu près, une meilleure, intensité, colorimétrique en utilisant le Soft NV et le Nature Soft et on a à peu près la même stabilisation de la matière colorante. Donc les deux agissent à peu près de la même manière. Mais après, à savoir s'il y a un effet synergie, ça serait intéressant de voir. Donc ça, on n'a pas de recul par rapport à ça.
Deuxième question: «Bonjour, SoftMV a joué sur l'évolution du pH du vin a priori lors de la F1?» Alors non, pas vraiment. L'écueil qu'on a, lorsqu'on fait des, essais de thermovinification, c'est que c'est généralement sur, des grosses structures. Donc qui dit grosse structure, ça va être sur des grosses cuves et grosse cuve dit, problème d'homogénéité des lots. Donc là, les lots étaient plutôt homogènes, on va dire dans l'ensemble, on avait à peu près le même TAV, la même acidité. Il se trouve qu'en termes de pH, on avait, un écart de 0,1 entre le témoin et les modalités, SoftMV. Donc on peut tout de même voir, qu'il y avait un écart positif, pour, les modalités SoftMV, ce qui est plutôt positif. Mais là, c'est pas vraiment l'utilisation du tanin qui a joué sur le pH, ça va être plus, l'hétérogénéité de la vendange. Dernière question, encore UP décidément. Quelle est la dose d'éthanol optimale pour une bonne, stabilisation de couleur sans risque de consommation de SO2? Donc ça, j'ai envie de dire, ça va être, propre au vin, ça va énormément dépendre de la matrice, je pense, puisque effectivement, lorsque l'éthanol est présent dans des proportions trop importantes, ça va jouer sur l'organoleptique puisqu'on va avoir, des notions d'évent, de pomme. Donc on a fait des essais, par exemple, au niveau de l'appellation Margaux sur des vins sans SO2. On avait entonné des vins sans SO2 directement dans des nouvelles barriques. Donc en termes de stabilisation de la matière collante, ça a été très bon puisqu'il y a eu une bonne désorption de l'oxygène, donc qui était propre au bois, une bonne extraction des élagitanins qui ont joué le rôle de pro-oxydants. Donc on peut imaginer qu'il y a eu une bonne transformation de l'éthanol en éthanol, donc une bonne stabilisation de la matière colorante. Et pour autant, on est allé un peu trop loin et on commençait à percevoir ces notions d'évent, de vin très ouvert. Et donc, l'idée a été de sulfiter derrière, puisqu'on avait cette notion trop ouverte. Donc ça va dépendre énormément de choses. Ça va dépendre du contenu phénolique du vin. Entre un vin de Bourgogne et un vin de Bordeaux, on va pas être du tout sur les mêmes rapports, j'imagine. Donc là, ça va être difficile pour moi d'y répondre concrètement. Une question de Audrey P: «À quel stade est rajouté le softan? Tout début de FA?» Donc effectivement, nous on préconise plutôt à J+1 après l'encuvage. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, le protanaer à l'encuvage. Donc ça va être un tanin dit kamikaze qui va réagir avec les protéines, du mou, tout simplement. Et donc à partir du moment où, ce tanin kamikaze est réagi avec les protéines du mou, dans ce cas-là, on va utiliser le Softan B, donc à J+1 après l'encuvage pour qu'il soit le plus efficace possible dès le début de la fermentation alcoolique, en fait. Donc oui, ce serait plutôt tout début de F1. Et enfin, sur les essais thermaux, avez-vous ajouté des enzymes? Donc ça, c'est une bonne question. Je l'ai plus vraiment en tête. Faudrait que je remette, le protocole, que je remette le nez sur le protocole. Je l'ai plus en tête, mais j'imagine que oui. J'imagine que oui. Lesquels exactement, je ne sais plus. Ça, je pourrais revenir vers vous. J'ai votre contact de toute façon, donc je vous enverrai un mail par rapport à ça. Donc voilà pour les questions. J'espère que vous aurez apprécié ce webinaire et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup et au revoir.